Le climat et nous, une émission spéciale de Mediapart Live ce soir, pendant 3 heures, avec plein d'invités, plein de discussions qui vont dérouler donc les unes derrière les autres. On commence tout de suite avec un plateau consacré à la question des recours juridiques, les États en procès pour leur inaction pour le climat. Face à cette inaction, des citoyens, des collectifs, des élus décident d'en passer par la justice. Et nous allons en parler ce soir avec 3 personnes que nous sommes très heureux de recevoir parce que ce sont des expériences tout à fait innovantes que nous allons discuter pendant 3 quarts d'heure. Denise Van Berkel, bonsoir. Merci beaucoup d'être venue depuis les Pays-Bas, depuis Amsterdam jusqu'à Paris pour cette émission. Vous êtes juriste, avocat et vous travaillez pour l'ONG Urgenda. Urgenda qui vient de faire condamner le gouvernement néerlandais pour son manque d'action pour le climat. On va en discuter dans un instant. À vos côtés, Damien Carême, bonsoir. Alors, les lecteurs et lectrices de Mediapart vous connaissent bien. Vous êtes le maire de Grande-Synthe, vous êtes un militant écologiste et vous êtes également le porteur du premier recours déposé contre l'État français pour son inaction sur le climat en tant que maire de Grande-Synthe. Donc on va en discuter avec vous ce soir et vous êtes également futur candidat aux Européennes de 2019 pour la liste écologiste. Et à vos côtés, Marie Toussaint, bonsoir. Alors nos lectrices et lecteurs vous connaissent aussi sans doute déjà puisque vous êtes la présidente de l'association Notre Affaire à tous. Notre Affaire à tous est un collectif de juristes qui s'est constitué pour porter en justice justement des litiges environnementaux. Et vous êtes également militante et écologiste et également future candidate aux Européennes de 2019. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a invités tous les deux ce soir, c'est vraiment pour parler de ce sujet, des recours juridiques contre les États. Alors, un petit rappel historique pour commencer. Le 9 octobre, la Cour d'appel des Pays-Bas a confirmé son jugement contre l'État néerlandais pour son manque d'action contre le dérèglement climatique. Alors, plus précisément, les Pays-Bas sont donc contraints, la justice oblige le gouvernement néerlandais à viser à tout mettre en œuvre pour respecter l'objectif de moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Mais des recours fleurissent un peu partout, en Allemagne, en Irlande, en Belgique, en Norvège, en France aussi, par d'autres acteurs. 10 familles ont récemment assigné l'Union européenne en justice pour son inaction climatique. C'est le People's Climate Case, dont nous avons également rendu compte sur Mediapart. Alors, Denise Van Berkel, on va commencer avec vous. Alors, vous allez parler en anglais et je remercie d'ores et déjà le traducteur qui va nous permettre de tous bien comprendre ce que vous allez dire. Commençons par ce jugement de la Cour d'appel des Pays-Bas. Ce jugement donc, de condamnation du gouvernement néerlandais, que dire de sa portée ? Sa portée est-elle symbolique ou est-ce que cela crée vraiment de la contrainte sur le gouvernement des Pays-Bas ? No, la Cour d'appel a ordonné au gouvernement de réduire les émissions et le gouvernement doit obéir à la justice. Les émissions néerlandaises vont devoir baisser de manière significative avant 2020. Le niveau actuel des émissions est de 13% actuellement par rapport à 1990 et le tribunal demande, la Cour d'appel demande de réduire 25% et cela d'ici 2020. Et du coup, très concrètement, c'est-à-dire, donc ce jugement a été rendu. Qu'est-ce qui se met en œuvre aujourd'hui pour que son application puisse se faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque de pénalité, par exemple financière, si jamais l'État néerlandais ne respecte pas ce jugement ? Est-ce qu'il y a un peu une sorte de compte à rebours d'actions à mettre en œuvre ? Comment ça se met en œuvre, en fait, une décision de ce type ?
En fait, il n'y a pas de question de pénalité du tout. On est un État démocratique, un État de droit, c'est ça le système, et le gouvernement doit respecter la loi et doit obéir à la justice. Et le gouvernement néerlandais n'a jamais nié le fait qu'il y aura une mise en œuvre, et l'État a toujours dit qu'il respectera le jugement. Et tout le monde s'attend à ce que ce soit le cas. Sans, comment dire, organisation plus précise, est-ce qu'il n'y a pas d'engagements qui ont été supplémentaires pris après le rendu de ce jugement? Vous faites confiance au gouvernement néerlandais pour appliquer la décision de justice? Si le gouvernement néerlandais ne suit pas ce jugement, à ce moment-là, on aura un énorme problème, parce qu'à ce moment-là, l'état de droit n'existe plus. Mais oui, on a confiance, en d'autres termes, dans le gouvernement néerlandais. Et ce n'est pas seulement la Cour d'appel, mais le Parlement a joué un rôle très actif pour justement exercer une influence sur le gouvernement au niveau des émissions. Ils ont demandé des rapports, ils ont demandé des mesures. Et donc le Parlement joue un rôle très actif également pour appliquer cette loi. Et tout le monde prend très au sérieux le rôle de la Cour et tout le monde va respecter évidemment le jugement. D'accord. L'annonce en fait de ce jugement a fait le tour du monde, en tout cas d'une partie du monde. Le jugement a été très médiatisé en France. On a vu les images des militants d'Orjanda, des avocats s'embrassant, se prenant dans les bras, enfin des scènes comme ça de réjouissance. On voit des images là au moment où nous parlons de ces embrassades dans la salle du tribunal de la Cour d'appel. Est-ce que aux Pays-Bas, cette décision donc, de justice a été vécue comme un événement politique? Certaines personnes, oui, et d'autres personnes, non. En fait, beaucoup de personnes ne pensaient pas qu'il y aurait une telle décision. Il y a des personnes qui ont dit qu'il s'agissait là d'une décision politique et qu'il ne fallait pas que ça soit rendu par un juge. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui comprennent pourquoi la Cour d'appel a rendu un tel jugement. Et le changement climatique est un problème unique de par sa taille, de par le danger posé pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a rien de comparable au dérèglement climatique pour ce qui est du danger que cela pose à l'humanité. Et la population comprend que si ce danger augmente, c'est une violation des droits. Et les tribunaux sont là pour décider si les droits sont violés ou non et quelles sont les conséquences d'une telle violation de droits. D'accord. Alors, Damien Carême, donc maire de Grande-Synthe, est-ce que cet exemple du recours néerlandais contre le gouvernement vous a inspiré pour le recours gracieux que vous avez annoncé il y a 15 jours contre l'État français? Il est venu confirmer ma volonté de faire. Ça fait un moment que je me pose la question en me disant... Ça fait des années que dans ma commune, on met en œuvre des solutions pour lutter concrètement contre le changement climatique au niveau d'une collectivité, dans le cadre de ses compétences. On accompagne les habitants à aussi adopter de nouveaux modes de consommation, de nouveaux comportements, que ce soit en mobilité, en alimentation, en lutte contre l'obsolescence programmée, par exemple. Et puis, je me dis, on est sur un territoire de polder. Ma ville est qu'à une centaine de kilomètres des Pays-Bas, avec les mêmes contraintes de risque d'inondation, de risque de submersion marine. Et je me dis, moi, il y a un échelon qui respecte pas ses engagements, c'est l'État. Et on voit bien, décision après décision, que c'est de mal en pire, j'allais dire. Et puis les résultats des dernières émissions de CO2 en France viennent prouver qu'on ne lutte pas suffisamment et qu'on ne prend pas les décisions. Qui marque un changement radical dans l'approche pour lutter efficacement contre le changement climatique. Donc voilà, la confirmation de ce jugement par la Cour d'appel en octobre dernier, effectivement, d'Urgenda m'a dit, allez, il faut qu'on y aille, il faut que la collectivité lance quelque chose en France. Alors, ce recours que vous avez déposé, il est là. C'est un document juridique, donc ce n'est pas simplement
un effet d'annonce que vous avez fait. C'est un vrai travail juridique qui a été effectué. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les principaux arguments, les arguments les plus significatifs au nom desquels vous attaquez l'État français? Il faut qu'en tant que collectivité, on a un intérêt à agir pour rester en justice. L'intérêt à agir, c'est ce que je viens d'expliquer en quelques phrases précédemment, c'est qu'on est en territoire de polder, on a des risques de submersion marine, puisqu'on est au niveau, ma ville est au niveau de la mer. On a quelques défenses naturelles des dunes qui nous restent encore un peu, plus des ouvrages d'art qui nous protègent des marées et de la montée des eaux. Et puis on a un système d'irrigation pour assécher nos terres et rejeter ces eaux à la mer, exactement de la même manière qu'aux Pays-Bas ou qu'en Belgique, et que si les pluies augmentent, si le niveau de la mer augmente, on a le risque de ne plus pouvoir chasser ces eaux vers la mer, et en plus le risque de submersion marine. Donc ma ville peut disparaître dans 50, 60 ans au rythme de ce qu'annonce le GIEC aujourd'hui. Moi, je ne sais pas quelles seront, avec cet emballement, quelles seront les conséquences qu'il y a derrière. Donc voilà l'intérêt à agir. La France a signé un certain nombre d'engagements, la COP21, mais d'autres engagements derrière au niveau européen, et je pense qu'il y a un non-respect de ces engagements, puisqu'elle devait s'engager à partir de 2016 à baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Or, aujourd'hui, on constate qu'elles augmentent, et rien dans les choix politiques qui sont faits aujourd'hui me montre qu'on va sur la voie de la réduction. Et même dans les comportements, quand on autorise l'importation d'huile de palme pour la raffinerie Total dans le sud de la France, c'est contraire à une lutte contre le réchauffement climatique. Quand on autorise de la déforestation en Guyane pour une mine d'or, c'est contraire à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà, dans les choix politiques qui sont faits, on marche à l'envers. Vous n'avez pas été convaincu par les annonces de Emmanuel Macron et François de Rugy hier de PPE, de programmation pluriannuelle énergétique? Pas du tout, et notamment ce qui concerne les énergies renouvelables et le nucléaire. Ok. Alors, on va revenir sur tous ces éléments. Mais peut-être, pour terminer cette première partie, Marie Toussaint, vous êtes juriste. Avec le collectif Notre Affaire à tous, vous avez déjà, initié à accompagner des recours. Donc, tout à l'heure, j'évoquais le recours de ces familles européennes contre l'Union européenne pour inaction. Vous avez accompagné un paysan français, un lavandier français qui s'est porté, qui a accepté de se joindre à ce recours. Mais vous également, avec votre collectif, vous préparez depuis des années un recours contre l'État français également pour ces problèmes, ces carences d'action pour le climat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, est-ce que ce type de recours, comme celui ceux sur lesquels vous travaillez, celui qu'a déposé Damien Carême et ce qui s'est passé aux Pays-Bas, est-ce que ce type de recours peut avoir une chance de prospérer devant un tribunal français, alors que quand même très souvent on dit le droit français particulièrement peu réceptif aux questions d'environnement? Oui, donc bonsoir d'abord. On a initié effectivement différentes initiatives avec ces familles de l'Union européenne, mais aussi face à Total, qui est l'une des plus grosses pollueuses françaises, avec 13 collectivités, dont celle de Grande-Sainte. Oui, les maires notamment. Tout à fait. De différents milieux, parce qu'on est tous impactés, les villes qui sont en bord de côte, effectivement, les villes qui sont à la montagne, les villes qui sont en plaine. Et de la même manière, les familles, on sait que les températures vont grandement augmenter en ville, mais l'exemple de Maurice Féchet et de sa famille, qui sont effectivement le paysan cultivateurs de lavande dans la Drôme face à l'Union européenne, montre aussi qu'on est tous touchés par le changement climatique, d'où également la série de portraits que vous avez lancés aujourd'hui. En ce qui concerne le droit français, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans des conditions qui sont très différentes des pays anglo-saxons qui disposent de ce qu'on appelle une common law, qui est un droit qui est plus évolutif, quelque part. D'accord. Et sujet à l'évolution du fait que des citoyens ou des personnes morales, comme des associations ou des entreprises, en appellent aux tribunaux pour régler des litiges, et c'est ainsi que le droit se construit. C'est sûr que le droit français, mais quelque part le droit néerlandais n'en est pas si éloigné, est beaucoup plus fixe. On est ce qu'on appelle un pays de droit écrit, avec un droit administratif extrêmement restreint. Mais on voit effectivement qu'on a plusieurs dispositifs qui existent pour pouvoir saisir les tribunaux quand même, notamment lorsque la dégradation de l'environnement a des impacts sur l'être humain. Et on voit notamment dans des cas de pollution de rivière, par exemple, qu'on peut se plaindre parce que notre parcelle de rivière est polluée.
Ce qu'on observe, c'est que dans le cas des Pays-Bas, il y avait une problématique générale qui était celle du niveau qui n'était pas assez élevé, d'ambition des Pays-Bas pour lutter contre le réchauffement. En France, on est dans une situation un peu différente, c'est-à-dire que nos objectifs sont un petit peu plus élevés et que la problématique principale, si on veut aller, comme nous y invite le GIEC, vers une trajectoire 1,5, il faudrait quand même les rehausser un petit peu. Donc pas plus de 1,5 degrés d'augmentation de température. Exactement. Mais aujourd'hui, les objectifs de la France sont parmi les plus élevés, notamment à cause du nucléaire, qui descend un peu les émissions un peu en trompe-l'œil. Mais du coup, on ne peut pas tout à fait saisir les tribunaux sur la même base. On a plusieurs dispositifs qui nous permettent effectivement d'agir. Ce qu'a lancé Damien sur la question des carences, c'est-à-dire du fait que l'État se fixe des objectifs, mais qu'il ne respecte pas ses propres lois. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que nous, citoyens, quand on a une loi, si on ne la respecte pas, on a une amende, on va en prison, il se passe quelque chose. Ce n'est pas le cas pour l'État. Donc on a un vrai problème, alors même que son absence d'action entache les droits humains, le climat, etc. Il y a d'autres pistes. Par exemple, l'action de groupe pour préjudice écologique a été lancée. Et donc maintenant, ça pourrait être aussi possible et imaginable que divers citoyens qui se mettent ensemble, aidés par une association agréée, puissent saisir la justice pour que la nature puisse être réparée par les pollueurs. Et dans ce cas-là, ça pourrait être l'État ou d'autres. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est effectivement qu'il y a de plus en plus de citoyens qui demandent à leurs États de les protéger. Et là, on se détache peut-être même un peu des lois climat, pour aller rechercher la protection des droits humains et des droits beaucoup plus profonds auxquels on rattache, et on se rattache nos sociétés, auxquels on rattache notre pacte social dans son intégralité. Alors, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, qui sera notre invité à 20h, a déjà réagi, Damien Carême, à votre initiative, à votre recours. C'était sur France Inter, il y a 15 jours. On écoute. Je suis tout à fait prêt à le rencontrer, d'abord pour comprendre sa démarche, parce que vous voyez bien que faire des démarches dans les tribunaux, franchement, vous croyez que c'est dans les tribunaux qu'on va régler le problème du dérèglement climatique ? Bon, alors on va dire que c'est symbolique. C'est une façon symbolique de dire on n'en fait pas assez. Vous trouvez ça aberrant ce qu'il fait là ? Je ne dis pas que c'est aberrant, avec mais je Corinne dis Lepage, que qui a soutenu vous voyez Emmanuel Macron. Un peu la contradiction dans laquelle nous sommes. Et moi, je veux la dépasser. Je ne suis pas là en train de dire « Ah, il y a une contradiction, on ne fait rien. Ouais. Ah, vous voyez comme c'est compliqué, on ne fait rien. » Moi, je suis là pour agir. Je l'ai dit à votre micro, d'ailleurs, peu de temps après ma nomination. Le lendemain de ma nomination, j'ai dit « L'écologie qui agit. » Mais l'écologie qui agit, ce n'est pas facile. Alors, Damien Carême, est-ce que depuis, vous avez eu l'occasion d'expliquer à François de Rugy les raisons de votre recours ? Non, on n'a pas eu de contact direct. Il ne m'a pas appelé et je n'ai pas cherché à le joindre. Je lui ai répondu sur une autre émission sur France 5 en disant, en l'invitant chez moi aussi. À venir voir, parce que vous dites que c'est hyper concret, votre action. Moi, je travaille dans une ville où il y a 28% de taux de chômage, où il y a 33% des familles qui sont sous le seuil de pauvreté, où le salaire annuel médian, il est de 10 000 euros. Donc l'écologie, pour moi, elle est sociale et c'est pas difficile, l'écologie. J'entends encore les propos de François de Rugy qui dit l'écologie, c'est pas facile. Si, l'écologie, c'est facile, c'est du bon sens, c'est simple et ça paye pour les populations, ça rend du pouvoir d'achat aux populations quand c'est bien mené. Donc qui viennent voir sur le terrain ce qu'on fait en matière de déplacement, en matière de mobilité, en matière de logement isolé sur le plan énergétique, en termes d'alimentation, 100% bio dans les cantines, production locale. Voilà, il y a plein de choses à mettre en œuvre dans les collectivités et il faut que l'État accompagne ces mouvements-là et on arrivera facilement à lutter contre ce changement climatique. Il faut simplement changer de paradigme, il faut arrêter l'hyperconsommation, il faut re-questionner nos habitudes de vie, notre changement de modèle aussi et Dieu sait que dans l'agglomération où je vis, qui est très industrielle, on touche les limites de ce modèle de développement au quotidien. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter aux habitantes et aux habitants de Grande-Synthe, ce recours contre l'État ? Mais ce n'est pas qu'aux habitants de Grande-Synthe, c'est d'abord peut-être nous sauvegarder un avenir, tout simplement, pour éviter qu'on soit sous l'eau dans quelques décennies. C'est déjà pas mal comme gain pour les habitants et les futures générations du littoral dunkerquois. Mais c'est aussi, on n'est qu'une partie d'un ensemble qui est l'humanité. Et je travaille aussi, ce que je mets en œuvre, moi, pour les habitants directement dans ma ville. Vous savez, il n'est pas que symbolique, cette action. Elle n'est pas que symbolique, cette action. Alors mais non, mais je veux des résultats. Moi, je suis un maire, je dois être pragmatique, je dois apporter des réponses à la population. Et ben, c'est exactement dans le même sens que je le fais. J'attends des réponses concrètes, j'attends des engagements et j'attends la mise en œuvre de politiques concrètes. C'est fini les promesses, les paroles, les comités qu'on met en œuvre. Il y a un comité qui tourne, mais on en met un deuxième derrière. Enfin, c'est ne pas prendre... J'attends de choix politiques, de choix courageux, de changer de modèle et de vraiment lutter contre ce réchauffement climatique. Voilà, j'attends des résultats.
Denise Van Berkel, donc de l'ONG Urgenda, qu'est-ce qu'apporte un jugement donc d'un tribunal sur le climat par rapport à une mobilisation sur le terrain, par rapport à une grande manifestation, par rapport au travail des associations tous les jours pour le climat? Qu'est-ce que ça apporte de plus un recours? I think Si je regarde l'impact aux Pays-Bas, ce procès a beaucoup aidé et à bien des égards. En fait, le changement climatique n'était pas l'agenda politique avant ce procès. Et après ce procès, ça a complètement changé la dynamique politique. Alors, le dérèglement climatique faisait partie, évidemment, de l'agenda politique. À partir de là, tout le monde se disait quelles mesures prendre, et puis la population aussi. La population a été choquée véritablement par ce jugement, parce que la population ne s'attendait pas véritablement à ce que leur gouvernement soit pénalisé pour cela. Le gouvernement doit faire quelque chose pour la population, et s'il y a un problème massif, il faut résoudre ce problème. Et la population s'attend à ce que leur gouvernement, justement, résolve ce problème, ou en tout cas en parle. Le gouvernement n'en parlait même pas véritablement. Et donc la population s'attend à voir des solutions venir des politiciens. Et ce procès a aidé à augmenter à sensibiliser la population. On a mis cela à l'agenda politique, et ça a forcé les politiciens à tenir leurs promesses. Les politiciens ont dit, bon, ben voilà, nous allons faire ce que nous avons promis de faire. Et ils se sont sentis obligés de le faire. Et ça aide les politiciens, parce que parfois, certains politiciens disent il faut le faire, mais ce n'est pas toujours évident de le mettre en œuvre. Et ça aide aussi les politiciens, parce qu'ils voient bien que la population est derrière tout ce mouvement. Et donc, ça aide, ça a un impact positif auprès de pas mal d'entités au sein de la société, sensibiliser au problème, traiter le problème, parler du problème. Et donc, ça a été très efficace, ce procès. Est-ce que ça veut dire que pour la classe politique néerlandaise, il a fallu une décision de justice pour que les femmes et hommes politiques prennent vraiment au sérieux les rapports du GIEC, les connaissances scientifiques sur l'importance du dérèglement climatique et ses impacts? Ça n'aurait pas dû être le cas. En fait, on n'aurait pas dû aller devant les tribunaux. On aurait préféré ne pas saisir les tribunaux. Mais on a considéré que cela était nécessaire. Parce que les politicians admettaient qu'il y avait un problème, qu'il fallait limiter l'augmentation de température, l'élévation de température, qu'il fallait baisser les émissions, mais ce n'était pas suivi d'action. Et quand on débattait des actions, des mesures à prendre, on disait « Oh oui, c'est trop dur ou c'est trop cher ». Mais en fait, ce qui est intéressant avec le tribunal, c'est qu'il faut prouver que c'est trop cher véritablement, et que si vous regardez toute la littérature scientifique, si vous regardez tous les rapports économiques qui ont été rédigés, on dit évidemment que c'est important d'investir dans la durabilité. Ça a un effet positif sur l'économie. Ce n'est pas plus cher d'emprunter la voie durable, et le gouvernement n'a présenté aucune preuve comme quoi c'était trop cher, et donc le gouvernement n'avait pas véritablement d'argument. C'était un argument que l'on peut avancer facilement dans l'arène politique, mais devant la justice, évidemment, on pèse ces faits, ces preuves, et là, la Cour d'appel a dit que non, c'était pas si difficile, c'était pas si cher, et donc il fallait que l'État prenne plus d'action. Marie Toussaint, il y a deux rapports d'ONG qui viennent de sortir il y a quelques jours concernant les investissements que les banques, et notamment les banques françaises, continuent d'apporter aux industries fossiles, donc aux hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz, les premières sources d'émissions de CO2, donc de gaz à effet de serre
dans le monde aujourd'hui. Et on voit bien à quel point les institutions publiques peuvent paraître démunies parfois, ou en tout cas peut-être pas assez volontaires, face au comportement de l'économie, des acteurs privés de l'économie. Est-ce qu'il vous semble que face à ce type de problème, des recours peuvent être des outils de changement? Oui, tout à fait, et à deux égards. D'abord, on est censé pouvoir être en droit de demander aux plus grands pollueurs de contribuer au moins à réparer les dommages qui ont été causés, parce que le changement climatique, on le sait, impacte grandement nos économies, au sens large et au sens des territoires et au sens des individus. On a déjà discuté de ça ce soir. Mais aussi leur demander de s'inscrire dans des trajectoires contraignantes de contribution à l'effort général fourni pour lutter contre le réchauffement. Donc, à ces entreprises privées, on peut déjà demander des choses. C'est ce qu'ont fait toute une série de collectivités américaines, dont New York et San Francisco, qui ont effectivement demandé aux grandes pétrolières américaines et internationales de financer les dommages qui avaient été causés, plusieurs millions d'euros, notamment à New York, du fait des ouragans. Donc ça, on voit cette initiative, cette dynamique se lancer un peu partout dans le monde. On peut aussi demander des comptes vis-à-vis du risque financier. On sait qu'on a une bulle carbone et que l'économie pourrait exploser, un peu comme elle l'a fait en 2008 à partir du logement. Et donc, on peut demander aux entreprises de s'investir là-dedans. Et puis, comme nous l'avons fait avec Total, demander effectivement aux firmes les plus pollueuses de s'inscrire dans cette trajectoire-là, sachant qu'aujourd'hui, on sait qui sont les plus grands responsables du réchauffement, puisqu'on a plusieurs rapports qui nous montrent notamment que 100 firmes seulement ont contribué à plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988, qui est l'année de la création du GIEC, et donc où la communauté internationale reconnaît l'origine anthropique, l'origine humaine du réchauffement climatique. Et puis il y a une deuxième série de choses qu'on peut demander. Dans la doctrine internationale des droits humains, notamment depuis 1966, on dit que les États ont le devoir de tout faire, de faire au maximum de leur capacité pour protéger les droits des êtres humains, qu'ils soient civils, politiques, sociaux, économiques, culturels. Et on pourrait tout à fait s'appuyer sur cette question-là pour dire aux États, mais attendez, vous êtes les responsables des décisions, des normes et des taxes et des impôts qui régissent toutes ces grandes entreprises-là qui détruisent notre environnement. Et donc votre devoir à vous, c'est aussi d'encadrer et de réguler l'activité de ce secteur privé. Et étant donné que c'est déjà quelque chose qui existe dans le droit international pour la question des droits humains, pourquoi ne pas l'appliquer à la question du réchauffement climatique et de la dégradation plus générale de notre environnement ? Denis Van Berkel, je crois que d'ailleurs, ces décisions d'institutions internationales sont pour vous aussi des sources d'inspiration, notamment une décision récemment prise au sujet de l'Irlande. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Yes, I mean, first of all, the fact that climate change is a threat to human le dérèglement climatique est une menace aux droits de l'homme. Ça, c'était évident et ça ne peut pas faire l'objet de débats. Les Nations Unies l'ont dit, ils l'ont dit depuis 2009. Très récemment, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et de l'environnement a écrit une lettre ouverte au gouvernement irlandais en affirmant que l'Irlande violait les droits de l'homme parce que ils ne réduisent pas suffisamment vite les émissions. Donc oui, évidemment, c'est une source d'inspiration parce que s'il y a des institutions internationales qui disent que les droits de l'homme sont violés à cause d'une réduction insuffisante, c'est important. Et on n'en est pas loin à ce moment-là de demander aux tribunaux de nous protéger. Alors, cette question des droits humains, c'est quand même intéressant parce que, Marie, je me retourne de nouveau vers vous, mais parce qu'avec votre connaissance juridique des différentes procédures de ces dernières années, ce qu'on avait vu ces derniers temps émerger, c'était plutôt des prises de position de juristes voulant agir au nom des droits de la nature. Alors, est-ce qu'il vaut mieux agir au nom des droits humains ou au nom des droits de la nature? Est-ce que finalement, ça ne peut pas avancer plus facilement si on agit au nom des droits humains plutôt que contre l'écocide ou au nom des droits des rivières, des montagnes, des vallées? On a vu toute une série de propositions de ce type émerger ces derniers temps. Oui, alors
En fait, ce qu'on observe vraiment, c'est qu'il y a deux mouvements qui évoluent, qui sont quelque part un peu distincts l'un de l'autre. Il y a effectivement ce mouvement pour la justice climatique, avec Urgenda, mais aussi avec une victoire au Pakistan, quelques mois après la victoire de Denis et de Urgenda aux Pays-Bas, avec une victoire aussi en Colombie. Et justement, la décision colombienne est intéressante parce qu'elle allie à la fois la justice climatique et l'obligation pour l'État et les gouvernements régionaux d'agir contre la déforestation et contre les émissions de gaz à effet de serre, tout en donnant des droits à la forêt amazonienne. Et donc là, ça recoupe un autre mouvement avec la Cour suprême de l'Uttarakhand en Inde, qui attribue des droits d'abord aux Ganges des glaciers à l'embouchure, puis au règne animal, et puis des décisions en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, où on donne des droits effectivement aux fleuves, aux rivières et aux écosystèmes dans leur ensemble. Et en fait, c'est un débat qui a lieu depuis maintenant une 50aine d'années, ou presque, que de dire, effectivement, on peut protéger l'environnement en défendant les droits humains. Et c'est effectivement, dans les pays occidentaux, l'outil majeur qu'on a pour contraindre les États à l'action. Mais on a aussi d'autres philosophies, et c'est là où c'est intéressant, qui disent de toute façon, il y a besoin de protéger la nature pour elle-même, et l'être humain en bénéficiera. Ce qu'on peut observer, puisqu'on voit bien qu'il y a des limites planétaires, le réchauffement climatique, la biodiversité, l'acidification de l'océan, la pollution de l'air, et toutes ces limites planétaires sont dépassées, et donc on voit bien que de toute façon, en défendant la nature en tant que telle, on parviendrait à protéger mieux les humains. Et donc c'est cette jonction-là entre différentes philosophies vraiment occidentales et plus autochtones, ce qu'on appelle les sagesses ancestrales, qui est intéressante. Et en actionnant ces deux mouvements-là, on peut vraiment réussir à faire émerger un modèle juridique, ce qu'on appelle chez notre affaire à tous un droit planétaire, qui permette de protéger à la fois la nature et les êtres humains, et parmi les êtres humains, les plus faibles et les plus vulnérables d'entre eux, qui sont de toute façon les plus soumis, les plus sujets aux impacts de la dégradation de l'environnement. Vous parlez d'un droit planétaire, c'est-à-dire que derrière, pour vous, il y a l'idée, alors peut-être, je ne sais pas, l'utopie ou l'objectif de constituer des lois ou des règles juridiques qui pourraient s'appliquer à tous les pays. Enfin, ça paraît un peu utopiste, dit comme ça. Eh bien, ça ne l'est pas. On peut y arriver. En fait, le droit international, ça naît soit parce que deux États, ou plusieurs, mais c'est à partir de deux, signent un traité sur lequel ils se mettent d'accord. Et donc, on voit notamment que la France porte au niveau international le projet d'un pacte contraignant pour l'environnement, mais le droit international de l'environnement, ça peut aussi venir du bas. Et c'est ça qui est intéressant dans ce mouvement de la justice climatique, c'est qu'à partir de jurisprudence ou de lois adoptées dans plein de pays différents, on peut faire émerger une coutume internationale qui s'applique à tout le monde. Et donc, on n'aurait plus besoin de ces grands-messes que sont les COP, de signer des accords de Paris, etc. De l'ONU sur le climat, dont une commence dimanche. Tout à fait. Qui sont censés fixer à la fois un cadre et des objectifs communs aux États. Ça pourrait servir pour s'accorder, se coordonner, mais on n'aurait plus tellement besoin de ça. En fait, on aurait une nécessité de la part de chaque État d'agir pour l'environnement, de protéger l'environnement, et puis de la part du secteur privé aussi, la nécessité de contribuer à cette bataille-là. Mais ça viendrait par le bas, c'est nous, les citoyens, qui créerions ce nouveau droit partout autour de la planète. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un droit planétaire. Alors, Damien Carême, vous n'êtes pas juriste, vous êtes un maire, vous êtes un militant, et la ville de Grande-Synthe s'est vraiment inscrite sur la carte nationale, en tout cas a obtenu une grande visibilité ces dernières années avec la question migratoire. C'est une ville où beaucoup de réfugiés passent, s'arrêtent, passent en essayant d'aller en Angleterre, donc vous êtes quelque part sur le front. En plein de cette crise migratoire et de tous les drames qui y sont liés. Est-ce que, quand vous avez réfléchi à ce recours sur le climat, est-ce que vous aviez également en tête le sort de ces réfugiés quand on dit que de plus en plus la destruction du monde en cours avec le réchauffement pourrait conduire à la création de beaucoup plus grandes situations de réfugiés climatiques? Oui, on le voit, toutes les projections qui sont faites disent combien la menace est grande sur tous les habitants qui vivent le long des côtes à travers le monde. Et donc, ça va nécessiter des déplacements d'énormément des réfugiés climatiques, même si je ne fais pas le tri entre des réfugiés climatiques, économiques ou liés aux terroristes ou au conflit. Je pense que c'est les personnes qui cherchent un refuge quelque part, quelles que soient les raisons. Il faut leur donner. On a été confrontés, et nous sommes encore aujourd'hui confrontés à cette arrivée de ces chercheurs de refuge sur le territoire.
Et voilà, c'est une crise de plus qu'on est en train de prendre sur ce littoral. Et je me dis, préparons-nous là, pour accueillir effectivement dans nos villes et à l'échelle de la France, à l'échelle européenne, là où on pourra les accueillir, où on a les moyens de les accueillir, parce que je pense que financièrement on a les moyens de les accueillir sur notre continent, mais quand même la première puissance économique mondiale en Europe. Donc préparons-nous à accueillir toutes ces personnes-là. Elles vont arriver. Et je pense que c'est un état d'esprit qui est en train de changer dans les collectivités. Certains disent aujourd'hui c'est plus un problème conjoncturel, mais c'est vraiment un problème structurel que l'arrivée de ces personnes sur le territoire européen. Donc il faut qu'on prépare nos villes à accueillir toutes ces personnes qui vont devoir chercher refuge à un moment ou à un autre, et peut-être de manière plus rapide que ce qu'on pensait il y a quelques années. Donc il faut vraiment qu'on prépare aussi nos collectivités. Donc oui, je pensais à eux, parce que ça fait quelques temps que je mesure cette nécessité de faire, parce qu'on va être confronté très rapidement à cette arrivée massive. Et est-ce que vous avez été sollicité par d'autres maires depuis l'annonce de ce recours on peut imaginer que le raisonnement que vous nous avez détaillé concernant Grande-Synthe, donc l'intérêt à agir compte tenu des menaces de submersion, le polder, etc., sur lequel vous vous trouvez, est-ce que d'autres vous ont dit moi, je suis maire d'une ville dans l'Aude, et voilà, on vient de connaître des inondations absolument tragiques, je suis maire de telle ville menacée par l'érosion côtière, est-ce que ces choses-là ont eu lieu? Pas encore, j'ai reçu énormément de messages de citoyens, d'organisations, de professionnels aussi, de santé par exemple, qui veulent aussi porter des recours contre l'État, donc ils me demandent la démarche à suivre. Pas encore d'élus, mais c'est aussi tout récent, ça pose des questions. J'en rencontre beaucoup sur le terrain, donc on en discute beaucoup ces derniers temps, mais il n'y a pas encore eu de démarche effective pour venir grossir les rangs des élus qui s'engageraient dans cette démarche. Et est-ce que ce n'est pas ça qui serait souhaitable finalement en termes d'échelle ? Parce que bien sûr, on voit bien que pour des recours juridiques, la question du nombre de personnes dans la rue ne se pose pas. Voilà, c'est un autre cadre, c'est un autre paradigme d'action. Mais est-ce que néanmoins, la pression à agir, puisque c'est cela que vous visez finalement avec ce recours, est-ce qu'elle ne serait pas plus forte avec un plus grand nombre de collectivités et de maires ensemble ? Oui, mais je pense, alors déjà, il y a beaucoup de citoyens, je pense, qui veulent ce changement, qui aspirent. Les sondages récents le disent encore. Donc, il y a beaucoup de citoyens qui le demandent. Il y a beaucoup d'élus qui font un certain nombre de choses. Peut-être que j'ai fait un pas supplémentaire en portant ce recours et que d'autres embrayeront. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup s'engagent à mettre en place des solutions pour lutter contre le changement climatique. Et plus on sera de communes, plus on sera de citoyens à le faire, plus on contraindra l'État aussi, non plus par la voie juridique, mais par les faits, à s'engager sur cette voie-là. Moi, je crois beaucoup à ça. Je fais la même démarche sur l'accueil de ces chercheurs de refuge, puisque j'étais un peu seul. Et là, on est en train de créer une association nationale qui regroupe de plus en plus de villes qui prennent contact et qui veulent grossir les rangs de ces villes qui se disent accueillantes. Donc, on peut imaginer le même processus par rapport à l'engagement contre le changement climatique. D'accord. Dennis Van Berkel, l'écho international reçu par l'action de Urgenda a-t-il été important ? Avez-vous été contacté, Urgenda, par de nombreuses associations, citoyens de par le monde après l'annonce de votre victoire devant la Cour d'appel ? Oui, nous avons fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des citoyens, essentiellement d'ailleurs de la part des citoyens qui étaient préoccupés et qui étaient frustrés et vraiment profondément frustrés devant le manque d'action de leur gouvernement. Des citoyens qui ressentent déjà l'impact climatique. Beaucoup de jeunes parents aussi nous ont envoyé des messages en partageant les préoccupations qu'ils ont par rapport à leurs enfants et l'avenir de leurs enfants. Et certaines de ces personnes ont pris des mesures, vous l'avez dit, mais dans le monde entier, il y a pas mal de cas similaires. Il y a eu des procès qui ont été lancés en Nouvelle-Zélande. Très récemment, une organisation de jeunes au Canada a annoncé qu'ils allaient traduire en justice le gouvernement. Donc, il y aura de plus en plus de procès lancés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un véritable écart entre
la situation réelle et les intentions. Hier, le programme sur l'environnement des Nations Unies a publié un nouveau rapport qui montre que cet écart n'a jamais été aussi important. 3 ans après la COP 21 de Paris, après l'accord de Paris, nous avons un écart encore plus important entre ce qu'on doit faire et la réalité. Et dans la mesure où les politiciens ne mettent pas en pratique leurs engagements, et les personnes dans le monde entier vont se retourner vers les tribunaux et vont présenter les faits aux tribunaux et vont demander aux tribunaux de décider. Marie Toussaint, on arrive vers la fin de ce plateau. J'avais envie de vous demander, concernant le collectif Notre Affaire à tous, parce que donc, vous menez ces batailles juridiques que vous avez très bien décrites, mais vous êtes aussi un collectif qui participe finalement au mouvement social, aux mobilisations des ONG, des collectifs de citoyens qu'on a vu se former de manière et se renouveler finalement depuis septembre dernier. On va en parler tout à l'heure dans la suite de l'émission à 21h avec 1 heure de discussion sur quelle stratégie militante pour le climat. Mais j'avais envie de vous demander finalement, avec un peu ces 2 casquettes qu'a votre collectif, qu'est-ce que ça apporte l'action juridique par rapport aux mobilisations comme ça de rue et qu'est-ce que ces mobilisations de rue, elles ont que n'ont pas le travail que vous pouvez faire devant les tribunaux? Oui, bonne question. L'arme juridique, elle arrive finalement un peu en fin de course quelque part. La situation a très bien été décrite par Denis. C'est-à-dire qu'elle arrive quand on se dit qu'à force de se mobiliser, on est content, on est nombreux, on sait qu'avec des petits gestes, on peut changer les choses chacun de notre côté. On sait qu'ensemble, on peut créer des AMAP, donc des associations en lien avec les producteurs alimentaires pour pouvoir changer ensemble notre alimentation. Mais on voit bien que ceux qui sont vraiment en capacité d'agir et qui peuvent le faire, et on sait qu'ils ont plein de manières de le faire, ne le font pas. Et donc, on utilise un peu tous les outils qu'on a pour le faire. Et donc, l'arme juridique vient en complément, en soutien à toutes ces mobilisations citoyennes-là. Mais en tout cas, elle ne peut pas être conçue comme étant à côté, complètement détachée de ces mouvements-là. Elle peut peut-être permettre à parler à plus de monde, puisque on le voit bien, hein, c'est ce que disait M. Van Berkel sur les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on dit l'inaction climatique est illégale, ça concerne tout le monde. Et ben derrière, tout le monde, quels que soient finalement les contours politiques, se met en marche. C'est un peu, je pensais à ça juste à l'instant, mais quand on dit il faut arrêter de jeter son mégot de cigarette par terre, et ben sur le moment, ça paraît un peu saugrenu à tout le monde. Puis en fait, quelques mois plus tard, tout le monde s'y met et en fait, tout le monde met ses efforts là-dedans. Donc c'est un peu cette dynamique-là qu'on veut engager, c'est-à-dire de demander aux juges de nous dire, mais oui, en fait, l'inaction climatique est illégale, protéger l'environnement est obligatoire, et que derrière, après, on discute ensemble de comment on fait. Mais ces 2 mouvements, ils vont ensemble. Plus on sera nombreux, plus les juges, dans une démocratie, les juges tranchent entre plusieurs principes, entre plusieurs intérêts. Et donc, plus on sera nombreux à leur dire oui, la question du climat, oui, la question environnementale, elle est importante pour nous, plus ils trancheront en notre faveur. Et donc, on a besoin des 2. Oui, l'arme juridique est une arme importante parce qu'elle peut vraiment changer les choses, comme on l'a vu aux Pays-Bas, en Pakistan ou en Colombie. Mais oui, on a aussi besoin de continuer à se mobiliser, chacun à notre manière, partout, et de montrer que pour les Françaises, pour les Français et partout autour du monde, le climat et l'environnement, c'est extrêmement important. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment à tous les 3 d'être venus ici nous apporter toutes ces explications.